Alors, d'abord, qui sommes-nous? Claire et moi faisons partie de l'association Opinion sur Rue, une association dont le but est de rendre des connaissances issues des sciences sociales euh, accessibles à tous, en particulier sur le thème de la discussion. En gros, comment discuter sans s'engueuler, discuter de sujets chauds, polémiques, mais que ça se passe bien et que ça soit constructif et que tout le monde soit content et réfléchit et produit des nouvelles idées. Donc, moi, Ouais. je suis Jason Bloch, le créateur de l'association, fondateur, et vice-président actuel. Claire, tu veux te présenter? Ouais, moi je suis, du coup, Clairette et je suis la secrétaire de l'association depuis 1 an et j'ai rejoint l'asso il y a à peu près 1 an et demi. Je peux dire un peu, Jason, ce qu'on fait, concrètement dans l'asso Ouais, vas-y, peut-être? vas-y. Go. Donc il y a un pôle de l'asso qui est important, c'est le pôle formation. On dispense une formation, qui s'appelle Conversation sereine et qui permet du coup d'apprendre ce que c'est qu'un entretien épistémique et comment mener un entretien épistémique. Donc c'est principalement Jason qui a construit l'association, mais tu as été un peu aidé aussi et c'est une formation qui est gratuite et qui se fait en 9 cours de 2h30 à peu près, où on aborde, à chaque cours une nouvelle notion et à la fin, ça permet vraiment d'avoir toutes les bases pour, pouvoir, faire des entretiens épistémiques. Et il y a également une deuxième session qui existe qui s'appelle, remise en cause. Donc dire qu'on approfondit un petit peu plus, ce qu'on a appris dans les cours de base. Qui vient de se terminer. Là, on a fait une 1re session de ce cours-là. C'est vraiment chouette. Donc ça, voilà, c'est le gros de l'activité de l'asso. C'est comme ça qu'on a aussi des nouveaux membres qui nous rejoignent et après il y a plein d'autres choses qui existent sur le Discord. On fait des spectrums, par exemple. C'est des espèces de débats mouvants. Chacun va se positionner en fonction de l'avis qu'il a, sur tel ou tel sujet. Heu, on a aussi, c'est l'atelier découverte, c'est le premier cours en fait qui permet vraiment juste de découvrir un petit peu l'entretien épistémique avant de se lancer dans la formation et puis, voilà, on essaie d'animer régulièrement des trucs sur le Discord pour faire vivre un peu l'asso et continuer de progresser dans la pratique. Voilà. Et aussi parfois faire des trucs en présentiel, en dehors Ouais, d'internet. carrément. Avec Jason, on est déjà allé dans la rue pour faire des entretiens épistémiques avec des gens, dans la rue. C'est très cool. C'est un peu stressant, mais c'est très sympa. Moi, j'ai déjà fait ça des centaines de fois, mais c'était la Ouais, première fois pour Claire. exactement. Moi, je suis super angoissée, mais ouais, ouais, toi, tu as l'habitude effectivement. Alors, heu voici, le débat idéal. Je pense que vous le reconnaîtrez, très vite. Hem, donc dans le débat idéal, il y a des affrontements d'idées entre 2 parties, qui s'affrontent à coups d'arguments. Hem et le but, c'est de faire changer d'avis, l'interlocuteur ou faire changer d'avis des gens du public, avec ses arguments. Alors, Claire, Heu, il paraît Ouais, qu'il s'est passé des choses, pendant ces dernières années, il me semble? bah, écoute, ouais. Ah ouais, moi je suis un peu l'actu et tu vois, je suis à fond pour la Palestine, quoi. Moi, je soutiens Gaza, je pense que l'État d'Israël fait de la merde, voilà, je veux dire, c'est mon opinion, elle est claire et nette, tu vois? Je suis sûre de moi, Mais comment tu peux je soutenir des pense vraiment terroristes? que C'est eux qui ont commencé, bah, c'est atroce! Et ils avaient qu'à pas commencer. non, tu vois, ils se défendent, hein, excuse-moi, Jason, moi je suis désolée, avec toutes les infos que j'ai lues, je suis à peu près sûre d'avoir raison là-dessus, quoi. Je pense que la Palestine, devrait exister, plus que maintenant et voilà. Comment ça, Je ils se suis tout défendent? contre. Ils se défendent, Bah c'est ouais. Israël qui est là depuis plus longtemps. C'est leur terre. Ah putain, ouais. Ouais, Bon, bah, j'y avais pas pensé. Ouais, écoute, OK. Bah, je crois que tu m'as convaincue. alors, oui, écrivez un micro message, genre un plus ou quoi dans le chat si vous avez déjà vu quelqu'un changer d'avis, sur un sujet chaud comme celui-là,
à coup de contre-arguments en quelques minutes. Ouais, moi personnellement, j'ai jamais vu. Alors que changer d'avis avec un entretien épistémique en quelques minutes, c'est possible. Heu, Maintenant essayons de comprendre pourquoi ça n'arrive pas. Dans une première partie, nous étudierons les émotions, heu, les problèmes émotionnels qui nous empêchent à changer d'avis, et voir une première solution pour ne pas braquer l'autre. Dans une deuxième partie, nous verrons le raisonnement motivé, heu, le problème qui empêche de changer d'avis encore, hem et les enjeux et les causes de ce raisonnement motivé. Et ensuite, on va proposer, une solution pour favoriser l'humilité intellectuelle chez notre interlocuteur. En troisième partie, nous verrons les désaccords épistémiques, dont là je donne un mot un peu bizarre, mais on expliquera qu'est-ce qu'il veut dire. Et le problème lié au fait que les preuves, n'ont généralement aucune prise, sur, les gens. Donc que les arguments à base de preuves, marchent pas trop, quoi. Et on va comprendre comment, faire en sorte que quand on argumente, ça marche mieux. Alors, premièrement, l'affrontement, la frustration, la colère. Donc, généralement, quand on est énervé, il nous faut du temps pour redescendre et au moment où on est énervé, on est incapable, de réfléchir. On on est tellement envahi par l'émotion que, on dit les premières choses qui nous passent par la tête et souvent on le regrette. Heu Donc, il faut un meilleur état, émotionnel que être énervé, heu, pour arriver à faire changer d'avis quelqu'un. Si on le trigger, si on le met en colère, on pourra jamais le faire changer d'avis. En tout cas, pas pend tant que cette période réfractaire n'est pas passée, on pourra pas faire changer d'avis la personne en face de nous. Heu, donc on appelle ça communément être braqué et en anglais être trigger. Mmh. Bonsoir. Alors, heu, une solution pour éviter cette période réfractaire, c'est éviter de braquer. Donc, généralement dans le débat, heu, on considère qu'on a un peu gagné un débat parfois quand on arrive à mettre en colère, l'autre personne. Comme quoi on aurait une supériorité morale sur l'autre s'il est même pas capable de, se contenir et de rester raisonnable. Alors que, dans l'entretien épistémique, on va proposer, plutôt l'inverse. On pense que c'est une mauvaise habitude et qu'il faut changer de but. Il ne faut pas que mettre en colère la personne en face de nous soit un but de la discussion ou une victoire. Et à l'inverse, si lors d'un entretien épistémique, on met en colère l'autre, bah, on considérera ça comme une défaite, que j'aurais pas dû mettre en colère l'autre, j'ai marqué un but contre mon camp. Si mon but, c'est de le faire changer d'avis. Heu, donc pour éviter de braquer, il faut arrêter de s'affronter. Plus facile à dire qu'à faire. Donc il faut s'empêcher de faire des provocations, des caricatures. Il faut s'empêcher de faire des procès d'intention. Arrêter de couper la parole, ça a tendance à frustrer les gens et la frustration mène à la colère. Éviter au maximum de stéréotyper et de donner des étiquettes négatives aux gens. Les gens aiment pas qu'on leur colle des étiquettes tout court. Heu et éviter de chercher les points de désaccord. Donc tout ça normalement, si vous arrivez à vous contenir comme heu, ça devrait fortement diminuer les probabilités que vous vous mettiez en colère ou que vous frustriez votre interlocuteur. Bien sûr, ça c'est pas évident. Donc nous, on propose des solutions dans nos formations pour arriver à pas faire tout ça, même quand on est en train de parler d'un sujet, difficile pour nous. Donc à l'inverse,
il faut au contraire montrer que on est là pour coopérer avec l'autre. Et pour ça, il faut montrer la preuve qu'on est à l'écoute, avoir une écoute de qualité. Ça prouvera qu'on est dans une certaine coopération et qu'on essaye de le comprendre et qu'on le comprend. Aussi être transparent sur nos buts. Si la personne croit qu'on essaye de débattre avec elle, ça va pas le faire. Donc si on explique qu'on est dans une mentalité de coopération et qu'on le prouve par l'acte, généralement ça va dans le bon sens et ça va permettre la réflexion. Et la réflexion mène au changement d'avis. Et un truc qui peut aider beaucoup, c'est chercher ce qui nous réunit, ce qui nous met d'accord, au lieu de toujours mettre l'accent sur nos points de désaccord. Attention, tout ça, ça suffit pas. Il y a on peut quand même braquer les gens, parce que les gens ont chacun des choses qui les énervent différentes. On peut pas être dans leur tête et à moins de connaître extrêmement bien quelqu'un, c'est difficile de savoir ce qui va le braquer. Donc un truc qui fait que les gens sont souvent braqués, c'est l'identité, c'est-à-dire leur représentation d'eux-mêmes, comment ils se perçoivent, comment l'histoire qu'ils se racontent à eux-mêmes à propos d'eux-mêmes. Si on va contre cette histoire de leur identité, d'une façon ou d'une autre, ils vont se sentir attaqués. Aussi, si jamais on a des buts qui rentrent en conflit. Par exemple, si moi j'ai envie de faire changer d'avis l'autre et que l'autre il a absolument pas envie de s'ouvrir à l'idée même de changer d'avis, ça va pas le faire. Donc là, nous dans notre formation, on appelle ça un cas difficile et il y a des outils spéciaux pour faire en sorte que les gens s'ouvrent un peu plus et considèrent l'idée que c'est une bonne chose de changer d'avis. Quand on a tort, hein, bien sûr. La meilleure façon d'avoir toujours raison, c'est changer d'avis quand on a tort. Donc si jamais il y a une estimation, un jugement que vous partagez pas aussi, ça peut braquer quelqu'un. Un jugement de valeur, un jugement moral. Et nous allons revenir plus tard sur ces problèmes, dans la suite des slides. Tu me dis, hein, Claire, quand c'est ton passage? Ouais, pas de problème, c'est, après. Tu peux continuer. OK. Alors, les enjeux personnels et le raisonnement motivé. Donc, la recherche de l'objectivité, c'est un truc plutôt simple dans le concept. Il y a une vision du monde qu'on a et il y a des arguments, des preuves, dans la nature, et on va essayer de faire en sorte que ces arguments, ces preuves constituent notre vision du monde, si on recherche l'objectivité. Mais c'est pas le mode de pensée par défaut de l'être humain. En fait, le biais de confirmation et le raisonnement motivé, c'est le fonctionnement normal du cerveau. Il y a un excellent livre d'Hugo Mercier qui s'appelle L'énigme de la raison et de Dan Sperber qui explique ça très bien. Donc, c'est le fonctionnement inverse qui est le fonctionnement par défaut du cerveau. On a une vision du monde et on va prendre parmi toutes les preuves et tous les arguments qui existent dans la nature, ceux qui vont dans notre sens et pour soutenir notre vision du monde. Donc on ne crée pas notre vision du monde à partir de la nature, mais on cherche dans la nature ce qui va dans notre sens et ça fait une espèce de boucle logique comme ça, où la vision du monde soutient la vision du monde. Des fois, cette boucle logique peut être totalement décorrélée de la réalité et c'est assez impressionnant à voir. Où des gens ils s'imaginent un monde fantasmé qui va dans leur sens et ça boucle.
Donc on appelle ça un raisonnement circulaire, quand c'est vraiment aucun rapport avec le réel. Hem, donc pourquoi c'est une mauvaise chose, ce genre de raisonnement biaisé? Imaginez, que vous êtes dans un procès et que, le juge, hem, vous condamne en inventant des preuves et en sélectionnant parmi les preuves, celles qui sont à l'opposé des vôtres. Vous trouverez pas que c'est un procès équitable? Heu, vous en conviendrez que ça serait une mauvaise idée si le système judiciaire marchait comme ça. Heu, alors, comment ça se fait à ce moment-là que ce soit le fonctionnement par défaut du cerveau, le raisonnement motivé, alors que ça a l'air, par exemple dans le cadre d'un procès, d'être une très, très mauvaise idée? Heu, Je peux reprendre si tu veux. ouais, vas-y. Allez, c'est parti. Heu alors, pourquoi est-ce qu'on utilise, le raisonnement motivé, comme tu disais Jason, alors que c'est quand on réfléchit, c'est pas la chose la plus cohérente? Heu, c'est parce que, en fait, on a tous notre vision du monde et si on entend quelque chose qui va pas dans le sens de notre vision du monde, notre cerveau rentre, dans ce que vous connaissez, je pense, tous, c'est ce qu'on appelle la dissociative et il y a un écart entre ce qu'on nous dit et ce qu'on pense être vrai. C'est une situation qui est extrêmement inconfortable et on a un mécanisme, de défense, quoi, c'est la réactance. Ce qu'on dit, t sur notre diapo, c'est le système immunitaire des idées et c'est ça qui fait qu'on va s'énerver, qu'on va essayer de défendre coûte que coûte ce en quoi on croit. C'est beaucoup trop difficile à supporter pour notre cerveau. Si jamais on se rend compte que la personne en face a raison et qu'on a tort, bah, notre vision du monde, va être, on se rend compte qu'elle est fausse et c'est très problématique. C'est quelque chose qu'on ne peut pas supporter. C'est difficile, c'est vraiment difficile. On a identifié, 7 causes 7 causes différentes du raisonnement motivé, parce qu'il y a plein de raisons, différentes qui font qu'on a envie de défendre, notre vision du monde, nos opinions et cetera. Alors, la première, par exemple, ça va être de défendre la cohérence de mes croyances. Heu, je crois, je sais pas, que Jésus est ressuscité, pour moi c'est une évidence, j'ai trouvé plein d'arguments qui justifient que c'est vrai et il y a une cohérence interne dans tout ça et donc voilà. Ensuite, c'est une vision du monde qui est rassurante. Donc je sais pas, quand on est un petit enfant, c'est rassurant de penser que le Père Noël existe et si, tout d'un coup on comprend que c'est pas vrai, ça peut être très traumatisant, par exemple. J'ai besoin, par exemple, de défendre aussi mon ego pour pas avoir honte. J'ai toujours cru en ça. Si je me rends compte qu'en fait, ça fait 20 ans que je me trompe, ça peut être très, très destructeur. Donc, je vais tout mettre pour justifier que ma croyance est juste, pour que satisfaire mon ego, pour pas souffrir. Heu, j'ai besoin de défendre mon autonomie intellectuelle. Le fait que c'est moi qui ai réfléchi et qui sait ce qui est vrai. J'ai fait ça tout seul. J'ai besoin de défendre mon allégeance à un groupe. Ça, c'est potentiellement des croyances identitaires très fortes. C'est-à-dire que si on perdait, cette croyance et ben, on se retrouverait potentiellement exclu du groupe et c'est, très difficile à supporter psychologiquement. Donc pour rester dans le groupe, j'ai besoin de défendre les croyances qui sont liées à ce groupe. Heu, on a aussi un peu plus fort encore, j'ai besoin de défendre une motivation à vivre. Donc il y a des gens, la croyance qu'ils ont, ça donne un sens à leur vie. Si on leur retire et ben, ça peut être très, très destructeur. Donc c'est quelque chose auquel on doit faire attention, quand on discute avec ces personnes et la dernière chose, une autre cause du raisonnement motivé, c'est plus prosaïquement, je défends mes moyens de subsistance. Donc par exemple, je crois, je suis astrologue, heu, c'est comme ça que je gagne ma vie et bah, si demain je réalise que l'astrologie, est une pseudoscience, potentiellement, bah, ça met à terre, voilà, mon métier, mon gagne-pain, ça peut être très violent. Donc c'est voilà, toutes ces raisons qui expliquent que les personnes font des raisonnements motivés, trouvent,
des arguments qui vont dans leur sens et mettre de côté les autres. Il y a vraiment des motivations profondes. Alors, donc, qu'est-ce qu'on propose nous avec, l'entretien épistémique? Alors, déjà, la première chose, qui est vraiment la base et qui est très importante, c'est qu'on va chercher vraiment à comprendre l'autre. C'est je pense que c'est difficile parce que spontanément, comme, tu disais Jason, on a juste envie de convaincre l'autre qu'on a raison et point et pas de comprendre sa position et là, c'est vraiment d'aller creuser, d'aller voir, de mettre vraiment de côté nos avis et vraiment de voir, pourquoi c'est important pour lui. Donc ça veut dire qu'on va faire preuve d'empathie, on va vraiment essayer de se mettre à sa place. On va pas faire de c'est tout ce qu'on disait, de procès d'intention, d'homme de paille, enfin de lui prêter des intentions qu'il a pas, part du principe qu'il est de bonne foi, que c'est une bonne personne et rien qu'avec cette attitude-là, on désamorce un peu les craintes que cette personne, elle peut avoir. On la met, en confiance, du coup et ben, vu que nous, on est sympa avec elle, elle est sympa avec nous. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un retour de bâton positif quand on est dans cette ouverture et pour ça, il faut vraiment avoir, beaucoup d'humilité, heu, voilà, des outils qu'on développe, quand on fait une relation, mais faire de l'écoute active et cetera. Il y a des petits trucs à connaître qui vont mettre l'autre, dans des bonnes dispositions, quoi et vraiment cette sincérité, quoi, de chercher à le comprendre. Heu, après, 2e point important, c'est créer un cadre sécurisant. Donc voilà, moi j'ai pas lu, cette personne, mais on a ce qui est intéressant, c'est qu'on dit pas ça comme ça, c'est qu'il y a quand même des données, en bibliographie, en psychologie sociale et cetera qui viennent conforter, ces idées, à ce que le contexte, va vraiment être important. Il faut que la personne, elle se sente en sécurité psychologique pour plus facilement pouvoir, remettre en cause ses idées, accepter les questions qu'on lui pose, heu et cetera. Si elle est déjà dans un cadre où elle est pas super bien, ça va être beaucoup plus compliqué pour elle d'écouter, de peut-être se dire: «Ouais, je sais pas, ça se trouve, ma conviction peut être un petit peu ébranlée avec ce que tu dis». Enfin, c'est pas des choses qui sont possibles quand on n'est pas dans une sécurité, psychologique. Donc quand on pose un cadre sécurisant, c'est plus facile, même si ça reste, quand même complexe, mais c'est plus facile pour la personne d'admettre, qu'elle s'est trompée. Heu et c'est plus facile pour elle d'exprimer vraiment le fond de sa pensée et pas juste, une surface pour nous faire plaisir et d'écouter ce que nous, on aura envie de poser comme question et c'est grâce à la relation de confiance qui va s'établir que vraiment la remise en cause des opinions de la personne est possible et ensuite, encore, un point important, c'est, c'est c'est vraiment très important et on l'oublie trop souvent. Ça va être de travailler main dans la main. Donc on n'est vraiment pas dans un débat où on cherche à écraser l'autre et à imposer sa position. On est dans une construction commune. Donc on va construire un partenariat avec la personne, c'est-à-dire qu'on raisonne ensemble. L'idée c'est vraiment, bah, j'ai envie de comprendre pourquoi tu penses comme ça. J'aimerais vraiment, heu enfin, que tu puisses m'emmener dans ton raisonnement et j'ai envie d'y aller avec toi et on va creuser ensemble tes, motivations profondes. Donc du coup, on est vraiment dans un truc collaboratif, c'est plus tu, c'est le nous. On va arrêter de tout le temps contredire, on va vraiment être dans l'alliance et on va mettre en avant le but qu'on a au commun, à savoir: «J'ai envie de te comprendre, je veux vraiment aller au fond de ta position». Donc c'est utiliser un langage collaboratif, c'est poser des questions pour aider l'autre à exprimer sa pensée et bien dire qu'on fait ça ensemble et que c'est un travail commun, quoi. Voilà, alors le point d'après. Je suis désolée, Jason, je regarde pas du tout ouais, super, merci. Il va être
vraiment de dissocier la personne de sa croyance. Ce qui est pas simple quand les croyances sont très profondes et identitaires. Parce que ces cas-là, la personne, s'identifie complètement à ses croyances donc si je critique sa croyance, ça veut dire que je la critique, bon, même si c'est pas l'objet de l'entretien épistémique, mais quand on est comme ça, il faut avoir un vocabulaire et une manière de choisir ses mots qui va essayer de mettre de la distance entre les convictions de la personne et elle-même. Donc voilà, par exemple, sur la slide, vous avez un exemple de question: «Comment pourrait-on savoir ce qui est vrai?» C'est beaucoup plus ça va beaucoup moins braquer que de simplement dire, «Tu t'es trompé, tu as tort, ce que tu dis, c'est faux». On est encore une fois dans cette collaboration où on cherche ensemble une solution pour arriver à comprendre et savoir si, la conviction de la personne est véritable. Heu, voilà, tac. Alors, après, heu, encore un autre point qui est très important, c'est l'humilité intellectuelle. Et ça, c'est un point qui va essayer justement de réduire la réactance, au moment où la personne peut potentiellement se braquer. Heu, on va, donc on est toujours dans l'idée d'une sécurité psychologique et on est toujours dans cette idée où on a essayé de dissocier la personne de ses idées et quand on avance sur le chemin pour, creuser un peu les croyances de l'autre, montre que de faire cette, remise en question, bah, c'est une bonne chose. C'est c'est valorisant en fin de compte pour la personne. Donc on va dans ce sens-là en essayant de trouver des mots pour lui dire: «Mais tu sais, changer d'avis, c'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on évolue, c'est super». Enfin voilà, d'essayer de mettre en avant ça, et que c'est ça qui fait qu'on avance dans la vie et potentiellement qu'on devient une meilleure personne. Donc on va aussi, accentuer là-dessus quoi, sur le fait que c'est ce que tu disais tout à l'heure Jason, le meilleur moyen d'avoir raison, bah, c'est de changer d'avis quand on a tort. Alors, Heu et tu peux je crois que reprendre, c'était Tanguy qui mentionnait, mais il ouais, y a une étude assez intéressante, que qu'on a les sources là, sur, sur 2 groupes où, on essayait, de stimuler l'humilité intellectuelle, hem, en déjà, en créant ce cadre sécurisant, donc en donnant des phrases, pour rassurer la personne, «Oui, tu es quelqu'un qui cherche à bien faire et ça, je le sais, tu peux le prouver, il y a pas besoin que tu me répètes que tu es quelqu'un de bien, je sais que tu es quelqu'un de bien». Versus un groupe où on n'a pas fait ça et dans ce genre de discussion houleuse, quand on donne ce genre de phrase, bah, les gens en moyenne, font plus preuve d'humilité intellectuelle. hop, je Donc je heu, continue là? ouais, tu peux continuer, ouais. Donc le sujet en question, c'était, le port du masque parce que c'était en 2022-2023 et on voyait que aussi ça avait des effets à long terme sur le comportement des gens. Pas seulement, pendant la conversation, mais que la conversation a permis, de faire changer d'avis certaines personnes sur le port du masque et on a pu observer, en les recroisant plus tard, qu'il y avait, plus de monde qui portait le masque, dans le groupe qui avec qui on a créé un cadre de confiance et pour discuter du sujet, voilà. Et qui faisait aussi preuve de plus d'humilité intellectuelle. Je continue ou tu prends ça? Je sais plus. Ouais, tu peux continuer, je te dirai quand je reprends. Donc, quelque chose qui peut aider à stimuler l'humilité intellectuelle, c'est d'en faire soi-même, preuve quand on a une discussion. Si on veut que l'autre fasse quelque chose, généralement, il y a comme une histoire de miroir. Si je crie sur quelqu'un, la personne elle va tendance à me crier dessus, en retour et à l'inverse, si on est gentil avec quelqu'un,
Il y a une bonne partie des gens qui abordent un comportement plus positif et là, en l'occurrence, soit même faire preuve d'humilité intellectuelle, par exemple, en reconnaissant les bons arguments du camp adverse lorsque vous discutez avec quelqu'un, ça va tendance à lui aussi faire preuve d'humilité intellectuelle. Quand vous sortirez des bons arguments, bah, la personne sera plus à l'écoute et pourra peut-être même reconnaître que c'est des bons arguments. Un truc qui est spectaculaire, généralement, parce que ça arrive très, très peu, c'est, si jamais quelqu'un vous dit des choses et que ça vous fait changer d'avis, bah, dites-le. Ça veut pas dire forcément que vous avez changé toute votre vie, mais qu'au moins sur cette partie du sujet, vous avez changé d'avis. Dites: «Ah ouais, là, tu as raison» et ça, il y a très peu de gens qui le font, mais quand on le fait, ça a tendance à créer un souvenir fort chez l'autre. Heu, d'un bon exemple à suivre. Vous pouvez aussi, valoriser, l'humilité intellectuelle quand, la personne, le fait. Donc complimentez-la, si jamais, l'interlocuteur ou l'interlocutrice, fait preuve d'humilité intellectuelle. Ça va tendance à renforcer le comportement. Hem Donc, et par exemple, ça peut être pas forcément quelqu'un reconnaît qu'il s'est trompé, reconnaît juste qu'il y a un truc qui va dans le sens opposé, c'est déjà un petit pas d'humilité intellectuelle. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que la personne vous dise: «J'ai complètement changé d'avis». Valorisez aussi les petites marques d'humilité intellectuelle. Hem, Après, il y a un dernier outil qui est un peu, manipulatoire, donc certains vont l'utiliser, d'autres pas. C'est l'étiquetage positif. Donc, c'est typique d'un truc que font les profs, au collège-lycée, dire qu'il y a des bons élèves. Heu, alors, tu as un élève moyen et tu vas dire: «Ah, bah, je sais que tu es capable de plus». Et ça va inciter l'élève à se dépasser. Donc là, de la même façon, si vous associez quelqu'un avec une vertu conversationnelle, comme l'humilité intellectuelle, bah, dans votre discours, en disant que c'est quelqu'un qui en est capable et qui l'a déjà été par le passé, bah, ça va des fois provoquer, des actes, d'humilité intellectuelle chez l'interlocuteur. Donc le problème de cette tactique d'étiquetage positif, c'est que mettre une étiquette comme ça, parfois les gens la rejettent et parfois les gens voient ça comme, quelque chose de négatif dans le sens de manipulateur. Mais il faut comprendre que l'idée, c'est d'améliorer la conversation. L'idée n'est pas, forcément, de faire changer d'avis, mais de stimuler la réflexion et parce que personne ne peut en fait, on peut pas changer d'avis à la place de quelqu'un. C'est chacun change d'avis par lui-même et tout ce qu'on peut faire, c'est créer un contexte favorable à la réflexion et au changement d'avis et si ça se passe pas, ça se passe pas, mais au moins, on aura mis toutes les chances de notre côté pour que ça se passe bien. Hem, donc, heu, en entretien épistémique, un truc typique qu'on fait, c'est de créer des situations, sans biais de confirmation ou qui vont à l'opposé, du biais de confirmation. Donc, le biais de confirmation classique, c'est, voilà, heu, je sais pas, on va repartir sur l'exemple des masques. Heu, je je pense que le masque est la meilleure chose, pour, lutter contre une pandémie du type Covid. Heu, je vais aller chercher tous les arguments qui soutiennent le fait que le masque était une bonne chose à l'époque. Alors qu'une une version sans biais de confirmation, ça serait: «OK, je pense déjà ça, j'ai pas besoin de me renforcer dans cette croyance. Quelles seraient les preuves qui pourrait me montrer le contraire. À quoi ressemblerait, une preuve suffisante pour me faire changer d'avis, sur le sujet?
Et donc ça, c'est le typique des questions qu'on pose en entretien épistémique. Voilà. Ah, là, est-ce que ça se ferait changer d'avis? Ou si la personne répond non, on se dit, bon, bah, faut continuer à enquêter. Et souvent, plutôt que dire, est-ce que ça te fait changer d'avis, on préfère la question, à quoi ressemblerait quelque chose qui pourrait te faire changer d'avis? Et après, une fois que la personne répond, ah, tiens, si ça existait, ça me ferait changer d'avis. Bah, on peut s'inquiéter enfin de comment vérifier que cette chose, cet argument existe ou pas. Donc, il y a aussi la situation où on met les gens face à un double hypothétique, un clone négatif. Donc c'est une expérience de pensée où, mettons, il y a quelqu'un qui croit très fort en Jésus-Christ et sa résurrection et tout ça. Et on va ensuite lui dire, OK, imagine que j'ai quelqu'un qui est, mettons, hindou et qui croit très fort en des multiples divinités, des esprits qui habitent le monde et tout, un cycle de réincarnation et tout ça. Et là, dans la conversation, le chrétien ou catholique, mettons, qui nous a donné plein d'arguments. Donc, mettons, Claire, sors-moi un argument de catholique. Je suis sûr que tu en es capable. Je pense que Jésus est ressuscité parce que il y a des femmes qui ont été témoins de sa résurrection et à l'époque, les femmes, ça valait rien. Donc si on le met en avant, c'est que c'est vrai. Donc, OK. Donc, le témoignage des femmes à l'époque était vu comme pas crédible. Ouais. Et on s'attendrait pas qu'il y ait autant de témoignages de femmes si c'était une histoire inventée, quoi. Si je comprends bien Exactement. l'argument. Ouais. Et bah là, quand on discute avec l'hindou ou on invente une religion, on dit voilà, il y a cet hindou et il va dire voilà, l'hindouisme était très, très courant chez les femmes à l'époque de l'écriture des Védas, dans une société patriarcale. Pareil. Donc ensuite, Claire va nous sortir un autre Mmh. argument en Ah oui. faveur du catholicisme. Ouais, parce que, un dieu qui s'incarne et qui devient un homme, s'il y a que le christianisme qui a fait, donc c'est que c'est vrai. OK. Bon, vous n'êtes pas obligé de trouver Ah une putain, vos religion qui connexions marche dégueulasses. exactement pareil C'est bon? que celle de. Moi, je t'entends. Vous n'êtes pas obligé de trouver forcément une situation pareille dans la vraie vie. Vous pouvez en inventer une parce qu'il n'y a pas 36 religions comme le catholicisme. Mais l'idée, c'est que le double négatif dit la même chose, dit ah oui, moi aussi, nanani, nanana. Et en fait, du coup, le double négatif, il croit en un truc qui est incompatible avec le truc que dit l'interlocuteur, mais avec les mêmes arguments, le même raisonnement derrière. Et en fait, on crée ce double négatif pour que quelqu'un critique ses propres arguments. Parce que comme on n'est pas d'accord avec le double négatif, mais on n'est pas d'accord sur le fond, mais sur la forme, le double négatif nous sert les mêmes arguments, bah, c'est une façon de prendre du recul sur nous-mêmes. Et au lieu de critiquer, c'est très dur de faire une autocritique de nos arguments. Bah là, on donne un homme de paille, le double négatif, et l'interlocuteur pourra attaquer cet homme de paille. Et en fait, en attaquant cet homme de paille, il attaque ses propres arguments. Donc, voilà. Ah oui, bon, bah, on avait choisi Allah dans les slides, j'avais oublié. Et ça, bah, la réfutabilité, c'est ce que j'ai dit avant, c'est de demander à qu'est-ce qui te ferait changer d'avis, à quoi ça ressemblerait? Quelles sont les nouvelles preuves qui te feraient changer d'avis? Attention, bien que ça arrive, que quelqu'un, lors d'un entretien épistémique change d'avis, sur le champ, le plus
Généralement, ça prend beaucoup de temps et de réflexion de changer d'avis. C'est surtout si on est très engagé, comme on l'a dit, si nos moyens de subsistance sont liés, si, le groupe auquel on appartient est à fond, sur un truc, voilà. Heu, donc une façon de prendre ce temps, c'est de le prendre pendant la conversation. Avoir des moments de silence quand vous apercevez que soit vous, soit votre interlocuteur, réfléchit. Ce qui est assez peu courant dans les conversations, qu'il y ait des pauses de 2 minutes, parce qu'on réfléchit. Mais là, vu que le but de ces conversations, c'est stimuler la réflexion autocritique, il faut les prendre. Et parfois, ça prend beaucoup plus de temps. Donc une autre stratégie, c'est d'interrompre la conversation et dire: «Ah, vas-y, on en reparle la semaine prochaine». Comme ça, on laisse à tout le monde le temps de réfléchir. C'est encore moi ça ou Claire? Bon, elle est en mute, je vais dire que oui. Donc, Non, non, c'est bon, excuse-moi, j'avais pas vu que j'étais en mute, pardon. Je peux y aller. Heu, OK. alors, donc ça, c'est super intéressant. C'est en fait de comprendre pourquoi la personne, elle croit ce qu'elle croit, sur quoi elle se base comme catégorie réflexive pour avoir ses idées. Donc nous, dans l'asso et quand on est formé en entretien épistémique, c'est ça qu'on appelle l'épistémologie, c'est les catégories de croyances, les types d'arguments que la personne, elle utilise pour soutenir sa conviction. Donc on en a classé, 7. Pourquoi il y en a que 6? Il me semble qu'il y en a 7. Non, Donc par ex ouais, ouais, Jason? alors Je ouais, t'écoute. on c'est juste qu'on en a groupé 2 ensemble pour faire plus de moins Ah, de pas place sur l'autre slide. ça marche. OK. Bon, ça change pas grand-chose au dans le fond. Donc là, par exemple, on a pris comme exemple le climat et si je me trompe pas, on va vous montrer des arguments qui soutiennent le réchauffement climatique et des arguments qui s'opposent au réchauffement climatique, mais toujours sur la même base épistémologique. Donc par exemple, il y a l'expérience personnelle. Voilà, donc ça c'est, heu, moi je trouve que, il fait, un temps, dégueulasse, donc je vois pas pourquoi il y aurait un réchauffement climatique. De toute façon, sinon je m'en rendrais compte. Donc expérimenter que non, il pleut chaque été. OK. Après, on a l'intuition. Donc c'est ce que je ressens dans mon corps, je c'est vous voyez, c'est le truc qu'on n'explique pas trop, quoi. C'est quoi, ça vient, ça pop dans la tête. Là, voilà, j'estime qu'il fera jamais plus chaud que 45°. C'est comme ça, c'est mon intuition. Les arguments de type moral, donc là, ça pourrait être de dire: «De toute façon, s'il y a un réchauffement, on n'a pas à agir dessus, on laisse faire la nature, point». C'est comme ça. On a, des arguments de type quantitatif. Là, c'est la personne, voilà, depuis 10 ans, je regarde mon thermomètre et je ne vois pas de tendance. On a des chiffres, on s'appuie sur des données, chiffrées pour affirmer ça. Il y a l'argument de type confiance à une source externe. Donc, par exemple, je regarde réinformons.org, c'est une source fiable qui nie l'origine humaine du réchauffement. Je fais confiance à cette source. Et puis, on a l'argument type déduction. Donc voilà, d'après Wikipédia, le climat varie, gna gna gna. Donc voilà, on est encore dans une phase ascendante. Donc voilà, les types d'arguments qu'on a un peu identifiés. Non, je veux juste apporter Et une nuance. Quand on dit bien sûr, déduction, en je t'en gros, prie. c'est comment on colle plusieurs arguments, les uns les autres, comment on les assemble. Là, je sais ci d'une certaine façon, je sais autre chose et j'en déduis une troisième chose. C'est ça, OK. Et vous voyez, on va voir dans la slide d'après, qu'on peut utiliser des mêmes catégories argumentatives, donc des mêmes épistémologiques avec des arguments opposés. Donc je sais pas, voilà, par exemple, la perception, là, j'ai trop chaud, donc ça veut dire qu'il y a un réchauffement climatique, voilà. L'expérience personnelle, je remarque que tous les étés, il fait de plus en plus chaud.
Mon intuition, il me semble que ouais, c'est pas un hasard s'il fait de plus en plus sec. C'est bien qu'il doit y avoir un réchauffement. La morale, heu, il faut agir pour réduire le problème pour les générations futures. Le quantitatif aussi, heu, la confiance à une source. Donc tout à l'heure, la personne, elle prenait une source type, réinformons.org. Bah, moi, par exemple, dans cette slide, j'ai le GIEC et je fais confiance à cette source qui dit qu'il y a un réchauffement climatique et la déduction. Toutes les activités humaines émettent du CO2. La quantité d'activité dépend de la population et vu qu'on est de plus en plus nombreux, voilà, réchauffement climatique et tac, il faut contrôler les naissances. Donc c'est intéressant d'identifier, quel type d'épistémologie utilise la personne avec qui on discute. Parce que si elle nous parle, sur le plan, par exemple, de la morale et que nous on répond sur un plan type intuition, en fait, on va pas se comprendre. Et c'est juste, on va pas, parler de la même chose et donc ça va devenir de sourd. Donc Il faut agir pour réduire le réchauffement, Claire. ben non, parce que moi je pense, je ressens que non, il fera jamais plus de 45°. Donc ça sert à rien. C'est pas comme ça que ça marche. Va plutôt lire les recommandations du GIEC. Non, mais moi ça fait 10 ans que je regarde mon thermomètre, le 21 juin, je vois pas de tendance, donc le GIEC, je suis désolée, dit de la merde. Voilà et en fait, on se rend compte quand on identifie ça que, bah, ça va jamais marcher, quoi. Enfin, on va pas parler de la même chose et les arguments qu'une personne emploie vont jamais toucher la personne d'en face. Donc c'est super intéressant de prendre en compte l'épistémologie de la personne avec qui on discute et on a tous nos préférences épistémologiques. Moi, par exemple, j'adore l'expérience personnelle, voilà, je trouve ça trop intéressant. Et moi, Heu, beaucoup moins. ouais, exactement et oui, parce que je crois que c'est pas nous, là, sur, le truc Jason? Enfin, moi, j'avais mis le mien, je me rappelle plus. Ouais, j'avais mis le mien aussi. Ouais, je crois que le mien moi, c'est en bleu, tu vois? Je suis à fond dans l'expérience personnelle et toi, pas du tout et voilà et Après, par c'est contre, la peut-être celui de morale, Tanguy, le jaune, ouais. je sais plus ouais, peut-être. Ouais, En tout c'est pas cas, j'avais grave. mis le mien. Mais voilà, la morale, par exemple, pour moi, c'est une épistémologie, qui va pas du tout parler, alors qu'il y a des gens, pour qui c'est super important. Donc on essaye de comprendre quelle est la préférence épistémologique de la personne en face et on va essayer de discuter sur cette catégorie-là et c'est ça qui peut-être, un jour, la fera réfléchir et peut-être changer d'avis parce que c'est cette épistémologie qui compte pour elle. Donc c'est important, d'avoir conscience de ça. Sachant qu'on peut mélanger les épistémologies. Là, on a fait des diagrammes où on a des préférences, mais souvent dans une conversation, on utilise plusieurs. C'est juste que si on voit qu'il y a une épistémologie qui touche pas du tout quelqu'un, bah ça, il faut, si on veut le faire changer d'avis, ressortir des arguments de ce type-là, c'est perdre du temps, voire l'énerver pour rien, quoi. Exactement. Et voilà, bah, je peux te laisser le mot de la fin, si tu veux. OK. Heu, attention, on a couvert qu'une toute petite partie du sujet. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des formations, de, plus de 25 heures. Aussi, par ailleurs, tous les débats ne se passent pas nécessairement mal. Nous, on a essayé de représenter, on va dire, le débat, casse-couille qu'on voit souvent, où on est dans un dialogue de sourds et puis, et puis c'est la guerre au repas de Noël. Je pense que tout le monde a vécu ce type de débat au moins une fois dans sa vie et donc là, on vous a expliqué pourquoi ce genre de discussion déconne et quelles sont, les pistes de solution. Heu, donc pour résumer tout ce qu'on a vu aujourd'hui, heu, si on veut se mettre dans cette mentalité de l'entretien épistémique, il faut considérer, la colère comme une défaite dans la conversation et pas comme une victoire. Il faut rechercher une coopération et en particulier pour rechercher ensemble la vérité
Et donc, il faut que ce soit une coopération où nous, on recherche la vérité, et la vérité, on ne l'associe pas à une personne en particulier, on continue de séparer la personne de ses opinions. Il faut proposer une écoute active et sincère de son partenaire de conversation pour qu'il comprenne qu'on est bien de son côté et que, de toute façon, si vous n'écoutez pas votre partenaire, ce sera impossible de savoir de quelle épistémologie sont ses arguments. Ça demande pas mal de concentration et d'effort. Essayez d'encourager un maximum l'honnêteté intellectuelle en faisant preuve vous-même ou quand vous la voyez chez l'autre, même en toute petite quantité, complimentez-le. Utilisez des techniques pour éviter le biais de confirmation, donc la réfutabilité, dire plutôt quels sont les arguments qui vont dans ton sens, dire à quoi ressemblerait un argument qui irait pas dans ton sens, par exemple. Prenez le temps un maximum lors des discussions, dès que vous voyez l'un de vous réfléchir, prenez quelques minutes pour réfléchir et s'il y a besoin de plus que quelques minutes, ajournez la discussion et dites, on se retrouvera dans une semaine. Et enfin, faire attention aux catégories d'arguments, c'est-à-dire à l'épistémologie qui est la plus importante pour votre interlocuteur. Alors, comme recommandation à lire, si vous lisez l'anglais, je vous recommande forcément ce livre, How to Have Impossible Conversations de Peter Boghossian, qui sera peut-être traduit en 2027. Enfin, il est déjà traduit, il paraîtra peut-être en 2027 en français. On espère. Donc ça, c'est un peu notre bouquin favori qui parle de ce genre de sujet. Ensuite, en choses que vous pouvez trouver en français, il y a l'entretien motivationnel. Donc l'entretien motivationnel, ça parle pas de croyances et d'opinions, mais plutôt de comportement. Ça a été écrit par des gens qui étaient tabacologues, addictologues, et qui ont essayé de trouver des méthodes pour convaincre les gens qui adoraient fumer ou adoraient boire que c'était pas une bonne chose. Donc, et c'est des gens qui avaient un comportement pathologique avec la boisson ou avec le tabac. Et donc, il y a une grosse partie de ce qu'on vous dit aujourd'hui qui est présent dans ce livre-là et qui est très bien expliqué. Alors là, je l'ai mis en anglais, mais il est paru en français. Alors, je sais plus le titre en français, je vais regarder vite fait. On aurait dû corriger. Il est paru cette année ou l'année dernière. Hop. Et bien sûr, c'est à ce moment. C'est l'esprit éclaireur, c'est pas ça? Non. Ouais, c'est peut-être ça en français. En tout cas, c'est un super bouquin. Il est autant l'entretien motivationnel est un bouquin plus qui s'adresse aux soignants et aux professionnels de Scout Mindset où l'esprit éclaireur est accessible à tout le monde. Donc ça dépend à quel point vous voulez que votre lecture soit sérieuse. Il y a plus de blagues, mais il y en a quand même un petit peu dans l'entretien motivationnel. Difficult Conversation, donc là c'est le même sujet mais vu par des négociateurs en prise d'otage. Parce que eux, il faut qu'ils réussissent leur conversation, sinon il y a des morts. Donc le besoin que les conversations se passent bien est un besoin réel et c'est un métier, ça s'appelle négociateur en prise d'otage. Un livre qui est incroyable, qui s'appelle The Righteous Mind et normalement il sort en 2026 en français. Et ce bouquin, il parle de comment on forme nos opinions politiques, quelles sont les composantes sociales, les composantes génétiques, parce que apparemment dans la recherche, il y a des prédispositions à certains bords politiques
Alors quand je dis des prédispositions, ça veut pas dire qu'on est forcément, si on a ces prédispositions génétiques, ça veut pas forcément dire qu'on va être de droite ou de gauche. C'est juste ça va faire qu'il y ait un beau pourcentage de chances que ce soit. Et il explique pourquoi et comment, et c'est vraiment un des meilleurs livres que j'ai jamais lu, qui parle, qui est très intéressant sur le sujet. Et un livre un peu moins intéressant, mais qui a le mérite d'être en français, sur la sécurité psychologique. Donc c'est une chercheuse en management, et cette chercheuse en management, elle s'est dit comment on crée de l'innovation dans l'entreprise, et elle s'est aperçue que si ton patron disait que toutes tes idées c'était de la merde, bah, généralement t'innovais pas beaucoup. Et elle l'a théorisé un peu mieux que cette phrase que je viens de dire, qui est très caricaturale. Et elle appelait ça la sécurité psychologique. Et c'est un bouquin qui est écrit pour les patrons. Ça parle langage de patron. Donc offrez ça à votre patron préféré. Ça pourrait peut-être améliorer l'ambiance dans l'entreprise. Merci beaucoup pour votre attention. Mmh. Et maintenant, c'est le passage des questions. Alors, il y a eu un chat livre blanc. Il n'y a pas eu grand-chose. Non, il n'y a pas eu beaucoup de questions de posées à l'écrit. Ah bah Halifax, voilà, il en a une. Alors, Halifax. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Parfait. Ouais. Eh ben, premièrement, merci pour cette présentation, c'était très intéressant. Dans les citations, dans ce que vous proposez à la fin, vous ne citez pas Anthony Magnabosco. Alors, ce que Anthony vous- Magnabosco, du coup, il n'a pas écrit de livre, Oui, mais mais en effet, il a une chaîne euh, YouTube justement, qui est assez accessible, et en plus, il y a du sous-titrage français pour ceux qui veulent voir, entre guillemets, des exemples concrets. Après, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est pertinent ou pas? ah bah nous, c'est notre Bien poteau, sûr. hein. On Ouais, fait des ouais. réunions avec lui de temps en temps. On organise des événements. C'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. Il a fondé une association qui s'appelle Street Épistémologie Internationale. Street Épistémologie, c'est le nom de l'entretien épistémique en anglais. Et donc, en fait, comme tous les trucs américains, ils se disent international, mais c'est l'association américaine. Et du coup, il y a aussi une association allemande et une association néerlandaise et un groupe russe. Et c'est du coup, on essaye de faire des choses avec eux. En effet, il y a des sous-titrages français, mais sur notre chaîne, il y a directement des entretiens en français, ce qui est quand même plus pratique pour les francophones. Moi, personnellement, je suis bilingue anglais, donc ça me gêne pas le contenu anglophone. Mais une des raisons pourquoi on a créé Opinion sur Rue, c'était pour proposer du contenu francophone, quoi. Excellent, merci pour la réponse. Moi, c'est Acer Mandax de la Tranche en Biais qui avait mis dans une playlist Anthony Magnabosco en 2017, un truc comme ça. Et j'ai regardé sa playlist et je suis tombé dedans et je me suis dit au début, ah, mais c'est de la magie ce qu'il fait Anthony Magnabosco. Comment il arrive à faire changer d'avis les gens comme ça? Et moi, je m'étais dit que c'était un super humain qui arrivait à se contrôler face à des gens qui disaient des dingueries et tout. Et en fait, je me suis mis à pratiquer moi-même et je me suis vu et j'ai lu la littérature et j'ai vu qu'il n'y avait rien de magique et que ça s'apprenait et que c'était pas si dur. Bien, merci pour votre retour, et puis du coup, je laisse la parole, à moins que vous souhaitiez ajouter quelque chose à Genista. Génista. Et est-ce que vous m'entendez? Oui. Ouais. Ok. J'avais une petite. Alors d'abord, merci beaucoup pour votre présentation qui était effectivement très intéressante. J'avais une question. J'ai peut-être raté ce passage, mais comment est-ce que vous mettez votre interlocuteur dans des conditions nécessaires qu'un entretien épistémologique ait lieu? Parce que j'ai l'impression que dire à quelqu'un, alors maintenant je vais essayer de te comprendre, ça,
ça le transforme un peu comme si c'était un animal qu'on allait étudier et que ça risquait Alors, peut-être il de y a il y a braquer il y a cette plusieurs personne. stratégies pour ça. Il y a une stratégie qui est de se mettre en position d'élève. En fait, dans cette situation-là, tu te dis, voilà, mettons que tu as quelqu'un qui te parle d'énergie, quantique transcendante, de flux, cosmotelluriques, autour des menhirs, tu vois? Ouais, Mettons que tu as quelqu'un qui te parle de ça et que toi, bah, tu es plus branché, physique quantique, mais au sens, physicien, Einstein du terme, tu vois? Ou Bohr ou qui tu veux d'autre. Donc là, tu n'y connais rien aux menhirs et à leur énergie. Qu'elle existe ou pas, on va dire que cette énergie, la personne en face de toi, vu qu'elle y croit, elle est plus renseignée sur sa croyance que toi, sur son délire. Et en fait, du coup, se dire, voilà, j'ai envie d'apprendre de toi, j'ai envie que tu m'expliques ce truc parce que je connais pas du tout et j'aimerais bien que tu m'apprennes, que ce soit vrai ou faux son truc. Ça te permet d'être dans une position d'apprenant et l'avantage, c'est quand tu te retrouveras face à d'autres personnes qui croient la même chose qu'elle, bah, tu seras pas démuni, tu sauras déjà quel est le genre de croyance qu'elle a. Donc ça t'aide vis-à-vis d'autres conversations futures. Et généralement, enfin, il y a une partie des gens qui adorent être profs. Ils adorent partager leur savoir. Et donc, du coup, naturellement, une partie des gens, quand tu vas leur proposer d'être prof et toi l'élève, ils vont adorer et ils vont t'informer de ce qu'ils croient. Mmh. ça marche, merci. Et du coup, question qui suit, comment faites-vous, pourrions-nous faire que la conversation aille dans les deux sens? Parce qu'effectivement, nous, on se positionne en tant qu'élève parce qu'on a envie de comprendre, Ouais. mais une discussion, ça doit aller dans les deux sens. Donc, comment Alors, faire pour que la personne en face ne voit pas ça c'est là le comme un aveu truc, c'est d'échec? que c'est une discussion asymétrique. En fait, dans une discussion classique, il y a une partie qui dit son avis, l'autre qui dit son avis, et ensuite c'est contre-arguments de part et d'autre. Là, on ne dit pas notre avis, donc c'est là où c'est asymétrique, sauf si l'autre le demande. Parce que généralement, si moi je suis dans la position d'élève et que je suis sympa et que la personne se sent bien, ben, à un moment ou à un autre de la discussion, elle va dire: «Et toi, t'en penses quoi?» Et là, au moment où tu diras ton avis, elle sera 100 000 fois plus à l'écoute. Mmh. Un autre truc, si je peux me permettre, et merci pour la présentation et tout, bien sûr. Parfois, il y a pas des gros enfin, je vais donner l'exemple. À un moment, je suis biochimiste, je fais de la résonance magnétique nucléaire, et j'étais avec quelqu'un dans une voiture qui était très magnétiseur et tout ça. Bah, un truc qui aide aussi très bien, c'est d'être d'accord sur les définitions. Et ce que j'ai proposé, c'est que, bon, moi, magnétisme, pour moi, c'est quelque chose qui est très bien défini et mesurable. Peut-être que le mot au départ avait été trouvé comme un proxy pour exprimer quelque chose, et que ça, en fait, si ça se trouve, c'est autre chose que le magnétisme tel que moi que je l'entends, et donc de partir sur la possibilité d'une diversion de définition. En gros, poser des questions, essayer enfin, montrer que tu essaies de comprendre comment il raisonne, quoi. Ouais, et donc là, du Tout coup, à fait. c'est de se dire, on utilise le même mot, mais on a sans doute des définitions différentes de magnétisme, de énergie ou de quoi, et de considérer sa définition comme un nouveau mot. Et pas de se faire essayer de pas se polluer avec notre propre définition, juste pendant le temps de la conversation. Après, une fois qu'on aura fini cette conversation, je réutiliserai magnétisme et énergie, à ma façon. Mais juste pendant cette conversation, où j'essaye d'apprendre qu'est-ce que ça veut dire magnétisme pour l'autre, bah, je vais essayer de comprendre sa définition et de l'utiliser. Ça fait partie, des choses qu'on aborde dans la formation, justement, c'est un des premiers cours, c'est, bah, comprendre de quoi parle l'autre et donc demander ses définitions pour on soit sûr de parler de la même chose. Donc c'est sûr que c'est vraiment important, ouais. Alors, la question suivante, du coup, c'est Melk.
Merci également pour l'exposé, très intéressant. Ma question, elle rebondit sur quelques points que vous avez déjà abordés ou répondus, mais déjà, je vous rejoins souvent sur le fait que pour qu'un débat ou même une discussion au sens large se passe souvent bien, savoir concéder des choses, quelles qu'elles soient, effectivement, ça met inconsciemment ou non là où les personnes, plus en confiance, plus en calme et mine de rien, c'est pas si évident comme exercice à faire de concéder même si on n'est pas d'accord. Heu, J'essaie de le faire souvent et ça fonctionne effectivement, Alors mais là, ça quand on parle de concession, c'est pas de choses où on n'est pas d'accord. En fait, c'est avec quelqu'un, c'est rare qu'on soit en désaccord sur tout. alors j'y Donc arrive. C'est que OK. justement, de mon point de vue après, il y a pas forcément des discussions ou des débats où il y aura forcément, une vérité et donc quelqu'un qui aurait raison et quelqu'un qui aurait tort. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu des discussions où je suis ressorti et quelque part je trouvais que les 2 points de vue pouvaient s'entendre et les 2 pouvaient avoir raison. C'est pas incompatible Mmh. et pourtant on n'était pas Mmh. d'accord, pourtant on n'avait pas les mêmes arguments. Du coup, des fois, Mmh. il y a des débats ou des discussions où la concession, c'est juste pour faire comprendre à l'autre: «Je suis pas d'accord avec toi, mais je comprends pourquoi tu penses comme ça» et ça Oui. aussi, c'est important. Oui, 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 c'est très important de dire ça. Hem, Nous, on considère que globalement, il y a 3 types de jugements de valeur dans des conversations, classiques. Il y a, vrai faux, bien mal et beau moche. Donc des jugements esthétiques, des jugements de vérité et des jugements moraux. Dans le cadre d'un entretien épistémique, on s'intéresse aux jugements de vérité et aux jugements moraux et à moins que vous croyiez que la morale est absolue et objective, bah, on peut tout à fait être dans une situation où, il y a plusieurs paradigmes moraux et qu'on puisse être Mmh. dans cette situation, oui, je pense que sur ce sujet, tu as raison, Mmh. mais je pense quand même autre chose. Parce que chacun est dans son paradigme moral, heu, voilà. Mais, généralement, Exactement. pour les paradigmes de vérité, on est sur quelque chose qui est partagé. La vérité est censée être objective, en tout cas dans ses définitions classiques et si un truc est vrai pour l'un et faux pour l'autre, normalement, c'est pas compatible. Donc une partie des efforts qu'il faut faire, c'est déjà voir dans quel cas on est. Est-ce qu'on est déjà plutôt dans un cas de vérité? Est-ce qu'on est plutôt dans un, jugement, moral? Ou est-ce qu'on est plutôt dans un jugement esthétique, quoi? Oui, Ouais, effectivement, les discussions si que je décrivais si où si c'était si ouais, plutôt moral, effectivement. si je te dis que la Terre est plate et que tu penses qu'elle est sphérique, il y en a un de nous 2 qui a raison et un de nous 2 qui a tort. On peut pas avoir raison en même temps, quoi. C'est ça, Ouais, a priori, ça va c'est être typiquement un compliqué. sujet, ouais. Mais après, ce qui est intéressant aussi quand tu fais des entretiens épistémiques, c'est que tu vas vraiment apprendre, à nuancer, enfin, tu vas permettre à la personne en face d'approfondir son argumentaire et éventuellement, sans dire qu'elle va changer d'avis, mais en tout cas, elle va forcément être amenée à réfléchir et elle va pas forcément passer de, «Je suis d'accord» avec un truc, à «Je suis pas du tout d'accord», mais elle va nuancer son propos et donc nous, par exemple, dans les entretiens qu'on fait, c'est une technique existe, c'est de placer une échelle de certitude, donc à combien de pourcents tu es sûr de ton su et la personne peut dire: «Je suis sûre de moi à 90 et peut-être qu'à la fin de l'entretien, elle va dire: «Bah, en fait, je suis sûre de moi à 80». C'est-à-dire, avec la discussion qui aura eu lieu, elle va affiner son raisonnement. Elle va peut-être se dire: «Ah, mais c'est vrai que là, je manque d'éléments pour, pouvoir, avoir ce degré de certitude». Peut-être, du coup, elle va aller chercher des éléments plus tard. En fait, ça va vraiment stimuler sa réflexion et ça va lui permettre, bah, d'avoir peut-être des meilleurs arguments à proposer si on rediscute une autre fois. Donc c'est pas Et c'est juste faire aussi changer, pardon, c'est Jason, aussi vas-y. possible qu'on fasse changer d'avis dans l'autre sens. On discute avec Complètement. quelqu'un, on provoque une réflexion et la Mmh. personne, elle a commencé à 90 et elle finit à 99. Tout à Heu fait. et moi, je vois pas ça comme une défaite. Moi, au contraire, je vois ça comme une victoire. J'ai fait réfléchir la personne, elle a Mmh, modifié son avis, dans mmh. le sens, vers plus de certitude, mais c'est quand même bien qu'elle ait réfléchi, quoi. Ouais, Mmh. tout à fait.
Et dernier petit point auquel j'avais pensé, c'était au début que vous en parliez, le fait que si une personne s'énerve, c'est un peu perdu dans un argumentaire. J'entends et je suis plutôt d'accord, c'est mal parti dans ces cas-là. Cela dit, des fois, ça peut être révélateur du fait qu'on a mis le doigt sur quelque chose de sensible chez la personne et que c'est un Mmh. mouvement de défense de sa part et que quelque part, c'est révélateur du fait qu'elle se rend compte inconsciemment, qu'elle est en train d'avoir «tort» entre guillemets et plutôt que de l'avouer, elle Mmh. résiste, elle s'énerve. Donc Alors, si, certes, si je ne m'abuse, tu as dit un truc qui est un peu contradictoire. Elle se rend compte inconsciemment. ouais, Bah, soit elle se rend compte consciemment, et à ce moment-là, ça va être. Anthony Magnabosco, il appelle ça un caillou dans la botte. C'est la personne se rend compte qu'elle s'énerve alors qu'elle ne devrait pas s'énerver. Et elle va se rendre compte de cette dissonance cognitive. Et ça va créer une réflexion à long terme chez la personne. Soit elle s'en rend pas compte, et tout ce que tu as fait, au contraire, c'est la renforcer dans son avis. Parce que généralement, quand la personne s'énerve, elle a tendance à te diaboliser et aussi diaboliser ce que tu dis. Et donc, du coup, elle va être encore plus certaine de son truc. Donc, nous, on essaye d'éviter la colère. Mais en effet, quand elle arrive quand même, c'est important de la comprendre et de l'analyser. Parce que si la personne se met en colère et qu'elle n'a pas de recul sur elle-même, elle va vous diaboliser, quoi. mmh. Donc, si tu arrives à apporter ce recul à l'autre, ah tiens, pourquoi tu te mets en colère, je comprends pas, mais pas le dire méchamment. Il faut que la personne dise, ah oui, ah c'est vrai, je me mets en colère. Pourquoi je me mets en colère? Il faut qu'elle ait ce raisonnement là, quoi. Ouais, merci pour vos réponses. Alors, Kamen le ramène. Alors oui, effectivement, je reviens sur une des premières choses que vous avez dit, qui m'avait un petit peu amusé, mais en fait, au final, ça m'intéressait. C'était que vous disiez que amener en fait des preuves, euh, ça aidait pas en fait à la personne à faire des constatations, des réflexions. Donc, comment vous comprenez en fait le fait que montrer qu'il y a des choses factuelles, ça fait pas avancer en fait la réflexion sur la compréhension de justement pourquoi tu penses ce que tu penses. Alors, c'est une question vraiment passionnante où il y a plein de réponses. Mmh. En fait, ce qui est important, c'est le contexte. C'est-à-dire que dans certains contextes, quand on amène des preuves et que ces preuves sont de la bonne épistémologie, ces preuves fonctionnent. C'est-à-dire que quand la personne elle est fan de tel type de source et que tu lui amènes tel type de source, mettons, et que en plus elle te diabolise pas et qu'il y a une bonne ambiance et tout, et bah ça peut être super, ça peut être la meilleure chose que tu pouvais faire. Mais dans d'autres contextes, au contraire, ça va complètement faire l'inverse de ce que tu voulais. Et on a résumé un peu en disant ça au début, parce que c'était plus simple, parce que dans la majorité des contextes, ça n'avance pas. Si tu prends une conversation au hasard et que tu essayes ça, en règle générale, ça fait rien du tout. Et de temps en temps, ça énerve. Et très très rarement, ça fait réfléchir. Mais si tu as le bon contexte et que tu as créé ce bon contexte, eh ben, ça peut super bien se passer. Ok, d'accord, c'est vachement intéressant parce que justement, ça fait que il faut poser les bases avant de pouvoir vouloir avancer sur justement la réflexion. Ok, Ouais. merci. Et Mmh. donc le livre d'Hugo Mercier là et de Dan Sperber, il est vachement bien et il explique par exemple que dans les sociétés préhistoriques où on vivait en petits groupes, bah, le débat était vachement utile. Parce que ce que ça faisait, c'est que le biais de confirmation, ça faisait que chacun était tellement certain de son truc qu'il allait essayer de trouver des preuves de son truc. Et si tout le monde était mesuré, bah, il y aurait eu moins d'incitation à aller chercher des preuves. Et aussi, si tout le monde, au contraire, pensait la même chose, bah, si tout le monde se trompe, tout le monde meurt, quoi. Alors que dans ces petites sociétés, si chacun a des a priori différents et part dans une recherche différente,
et ensuite cherche des preuves, ben, on couvre plus de possibilités. Et ensuite, dans ces petites sociétés, on remettait une fois que tout le monde avait exploré ces possibilités, raisonné de son côté, avait mis ensemble ces raisonnements, ça faisait des chocs à pic et ça faisait des débats. Et donc, une des thèses de Hugo Mercier et Dan Sperber, c'est que on est mal adapté à la société moderne. Le débat, c'est une adaptation pour la vie en petits groupes, et maintenant on est en grands groupes, et ça fout un peu la merde dans notre société. Ok, merci pour cette réponse. Euh, et du coup, je comprends aussi que au niveau de la société, chacun a des discours, des façons de penser différentes. Et justement, par rapport aux façons de penser, d'argumenter, est-ce que ça vous est déjà arrivé, en fait, où des personnes avaient, par exemple, un style d'argumentaire qui était plutôt basé sur de l'intuition, puis à un moment, Mm. il a commencé à changer lorsque le sujet a été passé à autre chose, un peu plus précis, devenu plus factuel, plus technique. Est-ce qu'il y a des sortes de changements ou en général, c'est toujours la même façon d'argumenter? Alors, oui, les gens, les préférences évoluent. Et ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Par exemple, une fois, j'ai rencontré une jeune femme de 25-30 ans qui me disait qu'avant, elle était très scientifique et tout ça, et qu'un jour, elle a eu un rêve prémonitoire, et les choses de son rêve se sont ensuite réalisées. Et qu'après, elle s'est mise à faire beaucoup plus confiance à son intuition, tu vois, et à son expérience personnelle. Donc, quelqu'un peut changer de préférence au cours de sa vie par lui-même, comme ça. Je vis un événement fort qui bouscule un peu ma façon de réfléchir. Là, en l'occurrence, c'était un rêve prémonitoire. Des fois, c'est sur le long terme. Souvent, nos préférences sont liées à notre éducation, en particulier parentale. Donc les parents, ils arrivent à influer sur d'autres personnes qu'eux-mêmes vis-à-vis des préférences. Et parfois, ils ratent complètement, hein. Il y a des enfants qui se construisent en opposition totale avec leurs parents, donc ça dépend. Nous, dans notre association, quand on discute avec des gens, ça arrive que les gens aillent plus ou moins dans un sens. Et ça arrive aussi que on puisse vouloir quelque chose. C'est-à-dire, ah là, j'aimerais bien être un peu moins intuitif, mais quand même, mon intuition me crie que ça, tu vois. Euh, donc, des fois, on n'a pas le contrôle, mais des fois, on influence quand même un peu sur les autres, ou des fois, on voudrait soi-même s'influencer pour aller dans une direction. Je sais pas du tout si ça répond à ta question. Est-ce que Claire, toi, tu veux... Ah, voilà, l'énigme de la raison. Voilà, c'est ça. Ah, c'est ça auquel tu pensais? Ouais, très, 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 très bien. Mmh. Ah, ça donne envie de le lire quand on parle, hein, ça a l'air vraiment cool. Mmh, non, par rapport à ça, heu, j'ai pas j'ai pas je ce qui m'est venu, c'est juste qu'en général, dans toutes les raisons qui font qu'une personne, elle croit à telle croyance, il y a souvent une raison principale. Quand, tu t'exerces à faire des entretiens épistémiques, bah, tu essaies de découvrir quelle est cette raison principale. Parce que souvent, en fin de compte, les autres raisons sont secondaires, comme un château de cartes. La raison principale, c'est ça vraiment qui est la base de la croyance et c'est vrai que ça peut être, tout simplement une intuition. C'est pas forcément un truc très, très, un truc élaboré. Enfin, on a reconstruit plein de choses par-dessus, mais voilà, l'idée, c'est d'aller vraiment trouver cet argument principal-là et de le remettre un petit peu en question quoi, de le travailler et c'est pas si facile à faire en fin de compte parce que la personne, elle peut avoir mis tellement d'autres arguments par-dessus que tu vas un peu galérer quoi. Ok, d'accord, je comprends bien. En fait, c'est trouver la base de discussion pour pouvoir construire Mmh. l'échange. Ok, merci. Du coup, ça nous est arrivé de discuter avec quelqu'un, c'était une acupunctrice,
Et il se trouve qu'elle avait déjà sans doute fait une partie du raisonnement avant de nous voir, où pendant ses études, elle s'est dit: «Ah, il y a quand même des choses bizarres dans ce qu'on m'enseigne. D'un côté, on me dit que c'est rigoureux, et d'un autre côté, on me dit t'inquiète, crois-moi, sans vérifier.» Et, et donc, du coup, on a vu que ses préférences épistémiques, que pour elle, la rigueur, c'était important. Et du coup, en discutant avec elle, s'est aperçue que, au final, sa pratique n'était pas assez rigoureuse et qu'elle devrait peut-être changer de boulot, quoi. Mais c'était assez difficile pour elle. Elle a eu besoin d'un accompagnement sur plusieurs années, qui a été fait par des spécialistes. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une question suivante? Pour l'instant, j'en vois pas. Si tu veux discuter, Jason, dans le chat du vocal, il y a une personne, mais qui est partie, qui a mis tout un paragraphe. Ah oui, je l'ai lu. Ouais. Ouais. Bon, elle est pas là, mais tu vois, si tu veux un peu, je sais pas, rebondir, parce qu'il y a Ouais. des c'est Alors, souvent des trucs ouais, qu'on nous dit, donc ça peut être intéressant de Ouais, donc en fait, effectivement, c'est très une des intéressant. critiques les plus courantes, en effet, c'est les aspects manipulateurs de notre discussion. Et qu'entre guillemets, un débat où juste ne rien dire et laisser les gens raconter des trucs qu'on juge faux, ça serait mieux, parce que ça serait plus honnête. Et nous, on pense qu'on agit en toute bonne foi, on essaye d'être un maximum transparent sur nos intentions. On est là pour réfléchir ensemble en passant un bon moment. Et moi, ça m'arrive de changer d'avis quand je discute avec quelqu'un, hein. C'est pas parce que c'est moi le questionneur et que la conversation est asymétrique que écouter les gens parler de leurs trucs, ça me fait rien. Donc, il y a une asymétrie dans le débat, mais c'est pas forcément un rapport de domination. On essaye au contraire d'établir une coopération, un peu comme des danseurs qui se répartissent le rôle leader et follow, euh, où il y en a un qui guide et l'autre qui suit. Et bah, paradoxalement, en fait, dans l'entretien épistémique, dans la première partie où on essaie de comprendre l'autre, bah, en fait, c'est l'interlocuteur qui guide. Et ensuite, dans la deuxième partie, c'est plutôt nous qui guidons pour l'essayer de produire de la réflexion à partir de ce qu'on a compris de ce qu'il a dit, quoi. Euh, Pour, mais pardon. oui, Pour, Lynn? une façon de vu qu'il y avait plusieurs questions de: «Mais comment on fait? Comment on fait? Comment on fait?» et tout ça, je pense qu'un truc qui est très important à rappeler, c'est qu'une fois que l'on met en place un climat de bienveillance mutuelle, le reste vient tout seul. Le fait de faire une question ou d'essayer de mettre les exemples, ce qui a été dit par Pacotti et Clairette, je me souviens plus de vos prénoms, qui ce sont des genres d'objectifs ou des principes théoriques, des ordres d'approche, mais il faut avant tout mettre un climat de bienveillance entre l'interlocuteur et soi, et à partir de là, justement, la conversation se passera bien. C'est la Alors, bienveillance qui compte le il plus. y a une partie où tu as raison, c'est si tu arrives à te mettre dans le bon état d'esprit, il y a une partie qui vient toute seule, mais il y a aussi une partie où ça s'apprend et on se forme. Moi, j'ai pratiqué des centaines de fois avant d'être pas trop mauvais. Et maintenant, je donne des cours gratuits pour la plupart. Et je transmets quand même quelque chose qui est utile à mes élèves, tu vois. Ah pardon, c'était Euh, pas du tout dans ce sens-là que je voulais le dire. Je voulais juste, ce que je veux dire, c'est que tous les trucs que vous donnez, enfin, ils ont l'air très théoriques quand vous les dites comme cela, et donc vous avez déjà dû répondre à des questions dans le sens, oui, non, forcément, si tu le dis directement comme ça va pas marcher, heu, ou, si tu le fais exactement comme je viens de dire, tu auras l'air d'un bénet. Oui, je suis tout à fait dans ton sens que ça c'est
ce sont des façons ce que vous conseillez sont des façons de raisonner tout à fait bonnes et enfin, voilà, je veux dire, je ne voulais pas du tout essayer de diminuer ce que vous disiez. Ah, non, non, moi non plus, j'essayais pas de te mettre en défaut là, hein, on Ah s'est peut-être non, mal non, compris. Ce que je voulais dire, c'est, qu'une partie de ce qu'on dit est intuitif, mais pas pour tout le monde. Moi, à l'inverse, que quand j'étais plus jeune et moins savant sur ces trucs-là, j'étais un gros débatteur, j'aimais bien, que les gens se sentent humiliés quand ils discutent avec moi et des trucs comme ça, hein. J'étais un peu tout l'opposé, en termes de discussion de ce que je suis aujourd'hui. Quand je suis très, très énervé, ça revient, le naturel revient au galop. Mais même quelqu'un comme moi qui était un gros débatteur et tout, peut aborder ça, ça s'apprend et c'est pas quand on a pris des mauvaises habitudes, bah, il faut désapprendre ces mauvaises habitudes et apprendre des nouvelles et pour certains qui ont jamais pris ces mauvaises habitudes et bah, c'est tout facile et ceux comme moi, qui ont pris des mauvaises habitudes, ça prend du temps, quoi. Pour proposer un truc d'expérience, il y a parfois des clubs, soit des genres de clubs de philosophie ou des cafés philosophie ou que sais-je, où des sujets sont approchés et les gens essaient justement de parler de façon décontractée de beaucoup de choses. C'est très amusant et enfin, parfois on rencontre enfin, moi je suis plutôt végétarien et j'ai déjà été avec un mangeur de viande très, très assumé et on a eu une super discussion parce que justement, on a essayé de mettre le cadre et essayer de comprendre l'un l'autre. Bah, moi, dans le même genre, je suis plutôt antifasciste et j'ai déjà réussi à avoir une discussion, d'1 heure et demie passionnante avec un fasciste et quand je parle de fascisme, je parle de, quelqu'un qui voulait que la force, le pouvoir de la force soit le pouvoir principal dans la société et que les faibles soient opprimés et que les forts, dominent. Je parle d'un vrai fasciste, quoi. Heu et Et donc moi qui suis plutôt du côté des faibles, j'ai réussi à avoir une discussion avec lui, et que ça se passe bien. Et ça veut pas dire que je suis devenu fasciste moi-même, hein. Il y a des gens, des fois, on fait des émissions et lors de ces émissions, comme la discussion est asymétrique et qu'on donne pas notre point de vue, ils ont l'impression qu'on a le même point de vue et qu'on est complaisant avec la personne en face. Alors que des fois, on a le point de vue totalement opposé. Là, on a fait une review sur un entretien de Claire, récemment. Mmh. Tu veux en parler un peu de cet entretien? Ouais, 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 c'était sur le féminisme et c'est une personne, qui soutenait une position très essentialiste donc les femmes sont assez gentilles, les hommes sont forts et courageux, en gros et c'était à la fois difficile pour moi parce que j'ai des idées très opposées, mais en vrai, quand je réécoute l'entretien que j'ai fait, je suis impressionnée par mon calme et ma bonne humeur. D'ailleurs, on a même rigolé, on a voilà, je me dis: «Mais c'est impressionnant» parce que vraiment, j'aurais pas les outils que j'ai, ça serait vraiment parti en sucette et bon voilà, l'entretien n'était pas une réussite. J'ai vraiment eu du mal à creuser son épistémologie, et justement, il y a des défauts que j'ai toujours qui ont été, pointés. C'est très intéressant les reviews pour ça parce qu'on apprend de ses erreurs, mais c'est même moi quand je le réécoute, je suis là: «Mais j'ai réussi à parler avec ce gars alors que vraiment, quand il parle, quand je réécoute comme ça à froid, je suis plus un peu en colère, quoi et sur le coup, j'étais vraiment sincèrement, je voulais comprendre pourquoi il avait les idées qu'il avait. J'étais là: «Mais vraiment, je veux savoir, quoi. Pourquoi est-ce que tu es sûr de toi sur ces convictions? C'est d'où ça vient, quoi?» donc c'est j voilà, il y a le moteur, c'est vraiment la curiosité, c'est, vouloir comprendre l'autre avant de le faire changer d'avis. C'est vraiment vouloir comprendre les gens qui pensent pas comme nous ou qui pensent comme nous, mais comprendre, pour quelles raisons ils pensent ce qu'ils pensent parce on peut penser la même chose et on se rend compte qu'en creusant que, bah, on n'a pas les mêmes raisons qui sous-tendent, nos croyances même si c'est les mêmes. Ouais, on peut Ouais, être moi je d'accord sur, quelque chose, Claire et moi, mais pour des raisons complètement différentes. Et à l'inverse, on peut, partager beaucoup de raisons avec quelqu'un, on est en désaccord. Et en fait, quand on s'intéresse à l'échafaudage interne de l'autre, bah, déjà,
ça nous fait penser un peu à notre échafaudage interne et on peut se remettre en question. Et aussi, il y a une espèce de diversité folle des pensées et des opinions. Parce qu'il y a un certain nombre d'opinions qui reviennent dans la société, mais quand vous parlez à deux personnes qui ont la même opinion, ça va généralement être assez différent. Parce que la façon dont ils l'articulent ou ils l'ont construite dans leur tête est très différente de comment l'autre l'a construit. Et c'est vraiment passionnant, quoi. Rebonsoir, j'avais une question sur peut-être davantage le retour d'expérience. J'imagine qu'en parlant avec des gens, vous avez vu tout un tas de gens avec tout un tas de croyances plus ou moins fondées, dont certaines personnes qui ont parfois des croyances qui sont des béquilles pour leur vie parce qu'ils ont rencontré un événement qui fait qu'ils ont besoin parfois de croire à quelque chose pour continuer à avancer sans s'effondrer. Alors ils pourraient peut-être faire autrement, mais ils n'ont pas aujourd'hui trouvé comment faire autrement. Et moi, de mon point de vue, parfois il faut surtout pas y toucher. La personne fait ce qu'elle veut. Alors, mais dans le même temps, j'ai eu le cas. c'est aussi ce qu'on dit, c'est que si vous n'êtes pas prêt à assumer les conséquences, des fois, il vaut mieux passer son tour. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais on essaye d'enseigner aussi des façons d'assumer les conséquences aussi. Mais justement, je voulais venir sur le point où, pour en discuter, j'ai une personne qui voyait quelque chose dont elle avait besoin de croire, mais qui paradoxalement est extrêmement nocif pour elle et pour son entourage. Ouais. Et là, j'ai pas su quoi faire, donc j'ai botté en touche, mais vous avez peut-être d'autres opinions, ça m'intéresse. Non, là, tu vois, par exemple, si une opinion que cette personne-là a crée des problèmes dans sa vie de famille, crée des problèmes avec son entourage, fait qu'elle est plus agressive avec quelqu'un, tu vois. Au final, même si ça lui ferait entre guillemets du mal de changer d'avis, ça ferait du bien à d'autres gens. Donc, c'est pas déconnant quand tu vois ce genre de situation de se dire ah, il faut faire quelque chose. Et ce quelque chose, c'est pas si simple. Nous, on essaye d'enseigner ça à notre 3e niveau de formation. Parce qu'en fait, quand on est débutant, vaut mieux pas y toucher. Et quand on est intermédiaire, c'est peu probable que ça nous arrive. Dans le sens, on est capable de détecter la situation. Et souvent, quand quelqu'un a toute sa vie qui s'effondrerait quand on discute sur le sujet, où la personne te dit « Ah oui, si je changeais d'avis, je me suiciderais », bon, déjà, ça refroidit bien. T'as des gens qui te répondent voilà, j'arrêterai de croire en Dieu, première chose, je me suicide. Tu vois, t'as des gens qui répondent comme ça. Donc là, c'est pas facile, parce que si tu lui dis « Bon, va voir un psy », généralement, les gens le prennent mal, tu vois. Donc, être capable d'accompagner la personne, ou de pas forcément le faire soi-même, mais de trouver quelqu'un qui pourra accompagner la personne si jamais elle va vers une déconversion, c'est très important. Mais faut se dire que plus la personne, les enjeux sont élevés pour elle, moins il y a de chances que vous arriviez à la faire changer d'avis. Il faut vraiment utiliser des techniques assez complexes, genre de techniques que les gens utilisent dans les prises d'otages, les négociateurs de prise d'otages, et ça demande beaucoup plus d'entraînement, d'être capable de faire les trucs plus difficiles, quoi. Pour réussir à faire changer d'avis quelqu'un qui dit si j'y crois plus, je vais me suicider, quoi. Ok, merci. Moi, ça m'est arrivé, d'une amie qui m'a dit ça. Donc du coup, j'ai dit: «OK, voilà, je te pose pas d'autres questions». Mais ouais, des fois, la croyance, elle est tellement forte qu'elle peut pas être bougée. Enfin voilà, moi j'ai pas on a je sais pas si tu te rappelles, Jason, on avait une discussion un peu académique pour savoir, quand une personne te dit ça, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que du coup, tu peux quand même le Que tenter ce pour soit ou vrai pas? ou pas, Ouais, ouais. il faut le prendre en compte, quoi. C'est Ouais, parce qu'il bon, y a des gens qui vont le mais dire,
Mais parce qu'ils Oui, c'est ça. ils savent pas ce qu'ils devraient dire. C'est les meilleurs mots Ouais, qu'ils ont pour décrire leur c'est ça, émotion. c'est une manière un peu violente de décrire ce que tu ressens, alors que si tu creusais un peu cette affirmation-là, peut-être que non, la personne se suiciderait pas. Mais en tout cas, ça montre à quel point ça la touche et donc là, moi, ma stratégie, ça a été: «OK, bah, attends, on change de sujet, c'est bon, voilà, je lâche l'affaire». Mais peut-être que quelqu'un de très expérimenté, de très, je sais pas, il essaierait quand même de tenter un truc. Moi, j'ai pas voulu le faire, quoi. Bah, moi, personnellement, si ça arrive et que ça vaut vraiment le coup, parce que si c'est un truc où ça change absolument rien à la vie de personne, je fais comme Claire, je dis, «C'est pas mon problème» et je passe mon chemin, quoi. Mais si je vois que la personne, elle est à ce point-là dans ce truc, ce qu'il faut faire, c'est diminuer les enjeux, quoi. Et donc, diminuer les enjeux, ça peut être, au lieu de discuter du sujet principal, discuter d'un sujet secondaire moins important et qui va pas la déranger autant, mais que si elle changeait d'avis sur le sujet secondaire, les enjeux seraient diminués pour le sujet principal. Euh, J'appelle ça changer de fusil d'épaule. Alors, l'ours a une question. L'ours, tu la poses à l'écrit parce que ton micro fonctionne pas, j'imagine. Alors, ok. Les entretiens épistémiques ont-ils une place dans les médias aujourd'hui face à l'infotainment, le buzz, la polarisation de la société? Alors, les entretiens épistémiques, c'est pas très sexy parce que c'est pas spectaculaire, en effet. C'est pas comme un débat où il y a du sang. Enfin, bon, je rigole, hein, mais ce que je veux dire, c'est que il y a du clash. Et ça attire les gens. Donc, en effet, ça attire moins les gens, mais il y a quand même des gens intéressés par ça. Donc, Claire participe à des live TikTok où il y a pas mal de gens qui viennent. Et ils viennent parce qu'ils aiment bien l'ambiance. Ils trouvent que des choses intéressantes sont dites et tout. Euh, Nous, on a une chaîne YouTube où on publie des entretiens. On essaye de publier un peu tous. Et on voit comment différents entretiens ont plus ou moins de vues. Donc déjà, rien que le titre de la vidéo, ça change complètement, hein, parce que il y a une de nos vidéos les moins intéressantes sur la définition du racisme, qui a beaucoup de vues, alors qu'au final, il se dit quasiment rien dans cette vidéo, quoi. Mais parce qu'il y a le mot racisme, bam, avec Mmh. les algorithmes de YouTube. Et on a des commentaires de gens qui disent «Ah, elle est trop nulle, la meuf qui parle et tout». Bon, on les supprime hein, parce que c'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'était juste de montrer la méthode et le sujet, ça aurait pu être un autre. D'ailleurs, sur tous nos autres entretiens, c'est d'autres sujets. Mais on a parlé d'Anthony Magnabosco et c'est pas le seul. On a des influenceurs qui arrivent à faire leur carrière là-dessus, quoi. Donc, pour certaines personnes, ça a un intérêt, même si c'est pas très spectaculaire. Et dans le tas, quand on en upload des milliers, bah dans le tas, il y en a des spectaculaires où on voit quelqu'un changer d'avis en direct. Et, on n'en a pas beaucoup en France qui rentrent dans cette catégorie-là parce qu'on a moins de Mmh. moyens. Mais j'espère qu'un jour, dans le tas de ceux qu'on enregistrera, parce que souvent, on fait des entretiens sans caméra, hein. La plupart du temps, je suis devant une personne, soit par Discord, soit IRL, et il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de micro, voilà. Mais ça arrive, dans les rares fois où on met un micro, d'avoir le miracle de quelqu'un qui change d'avis en direct, et ça, c'est généralement assez spectaculaire. Mmh. Melk? Oui. Est-ce que durant vos ateliers avec les personnes avec qui vous déployez tout ça, vous faites des distinguos, on va dire avec les différents outils, pour argumenter? Je repense à ce qu'avait dit la personne qui est partie sur la peur d'être manipulée et je vais en venir au fait que, bah, dites-moi à quel point, vous êtes un peu d'accord ou non avec ces définitions. C'est que j'ai l'impression que souvent il y a 2 gros moyens argumentaires,
argumentatif, pardon, qui serait ou d'un côté plus rhétorique, avec des techniques oratoires, de l'éloquence pour séduire, et une qui serait plus dialectique, où là, c'est plus du dialogue, de la raison et de la discussion. En Est-ce gros, tu qu'il y demandes, a est-ce qu'il y a des études? non, est-ce que vous, par exemple, vous faites un distinguo entre l'une ou l'autre de ces techniques, si on peut appeler ça comme ça? Est-ce qu'il y en a à proscrire? Est-ce qu'il y en a qui portent plus ou moins des fruits Bah, ça suivant dépend, les modèles? c'est quoi ton objectif? Ouais. Si ton objectif, c'est faire changer la personne à qui tu parles d'avis, bah, il y a beaucoup d'études qui montrent que toutes les techniques qu'on enseigne pendant nos cours maximisent les chances que ça arrive. C'est-à-dire que ça veut pas dire que le cocktail de techniques, toutes mis ensemble est la meilleure solution. C'est juste que les solutions aux problèmes qu'on a évoqués là, si vous arrivez à les mettre en place, chaque solution, ça augmente vos chances de pourcentage de faire changer quelqu'un d'avis, quoi. Et donc chaque technique a été étudiée scientifiquement de son côté, quoi. Pour ce qui est de faire changer d'avis un public, c'est pas les mêmes techniques. Là, il y a des choses qui ont clairement montré leurs preuves depuis des centaines d'années. Si vous voulez faire changer un groupe de personnes, bah, une propagande de masse, ça marche. Ça a déjà été testé par le passé à plusieurs époques. Si vous avez des moyens quasi illimités, faire influencer toute une population, c'est tout à fait possible. Si vous avez moins de moyens, là, typiquement, les influenceurs, c'est des gens charismatiques qui ont de l'éloquence et tout, et qui arrivent à, par leur discours, en discutant avec une personne, faire changer d'avis le public. Et voilà. Si votre but, c'est faire changer d'avis un public, c'est quelque chose. Mais nous, on voit ça plutôt que un peu comme les éco-gestes, le tri sélectif ou quoi. Si chacun fait un peu d'entretien épistémique à son échelle, bah, en faisant que des conversations chacun de leur côté, bah, la somme de tout ça devrait faire en sorte d'avoir une influence sur la société, quoi. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais, ouais, en partie, mais du coup, ça rejoint la crainte qu'avait la personne, c'est ce côté où, des gens peuvent être convaincus, à tort parce que, malheureusement, la personne va être, ouais, charismatique, charmante, charmeuse, tout ce que vous voulez et du coup, bah, c'est comme vous disiez, si le but c'est de ouais, de faire changer d'avis les personnes, elles vont y arriver, mais ça se trouve, ben, c'était à tort et Alors, malheureusement ça peut arriver. il y a une autre considération, c'est à quel terme aussi. C'est-à-dire que quand quelqu'un change d'avis de lui-même, parce qu'il a lui-même réfléchi et changé d'avis, c'est généralement beaucoup plus pérenne que quand c'est quelqu'un qui t'a charmé et que t'as changé d'avis pendant la conversation et que t'as pas réfléchi. En fait, il suffit que cette personne, tu la trouves plus aussi charmante parce que tu l'as pas croisée depuis longtemps et que tu repenses au sujet, et puis bam, tu pourrais rebasculer dans l'autre sens, quoi. Oui. Mais la propagande de masse, ça a l'avantage que c'est tous les jours, tout le temps. C'est, tu te fais charmer un peu tous les jours, bah, ça maintient le truc, quoi. Et d'ailleurs, je rebondis sur le fait que souvent, des personnes que j'ai rencontrées qui avaient changé d'avis, c'était très souvent suite à des expériences vécues et personnelles et des actions plutôt que parce qu'elles avaient été convaincues par quelqu'un. Donc il y a un petit côté, on a beau dire ce qu'on veut à quelqu'un, tant qu'il ne vit pas quelque chose, ça rentrera pas en fait. Il y a l'expérience est des fois bien Bah, plus forte que le n'importe quel contexte a discours. beaucoup d'importance. Par exemple, si tu déménages et que tu changes de boulot, la plupart des gens en fait sont très influencés par leur environnement social. Et mettons, voilà, t'as quelqu'un qui a un t-shirt de Che Guevara et tout. Et puis, bon, le coup classique, hein, il faut bien manger. Bon, il fait des études de maths, et puis il trouve pas de boulot dans les maths, donc il va faire de la finance, il va se retrouver trader, et puis d'un coup, plus de t-shirt de Che Guevara, quoi. Et 10 ans après, tu lui parles, et il va te parler de comment le capitalisme c'est bien, tu vois. Et ça peut se passer dans les deux sens, hein. Là, je Ouais. fais
la caricature. Mais un truc qui est intéressant, c'est sachant que ton milieu influence beaucoup tes idées, c'est volontairement parler avec des gens d'autres milieux pour essayer de prendre du recul sur tes influences. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et je me rends compte que du coup, il y a des personnes avec qui je parle, j'ai l'impression de voir où elles en sont dans leur avancement dans leur vie, dans leur argumentaire. Et en fait, je me dis: «Bah, là, en fait, arrête, il faut qu'elles vivent des choses, qu'elles comprennent des choses et peut-être que dans quelques années, on aura de nouveau cette discussion et que là, il y aura des choses qui auront changé. Pour le moment, ça servira pas à grand chose». Ah, je pensais beaucoup comme toi, mais, ayant découvert la sainte parole de Peter Boghossian, non, je suis athée, Mmh. hein, je blague. En gros, ayant vu que c'était possible de faire changer d'avis des gens, j'ai vu des vidéos, j'ai lu des livres sur le sujet, je me suis dit, faut pas forcément s'arrêter là. Redis son nom, tu as dit comment c'était? Alors là, du coup, si je remonte à la biblio, hop, donc Peter Boghossian, c'est celui qui écrit le livre, qui est un peu la fondation de ce qu'on dit, mais lui, il cite plein d'autres gens, dont les gens qui sont en dessous là. Il cite eux. Et donc c'est ce livre-là. Et qui sera peut-être en vente en français en 2027. Et le youtubeur anglophone le plus connu, c'est Anthony Magnabosco. Je le note dans le chat, mais je crois qu'il a déjà été mis dans le Mmh. chat. Il y en a d'autres, hein, ceux qui font de la street épistémologie, en anglais, il y a pas que c'est le plus connu, il y en a 2-3 autres qui sont super aussi, dont j'ai plus les noms Ouais, il là, y a mais Cordial Curiosity. ouais, c'est ça. Cordial Curiosity, c'est vraiment super. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Alors, ce qui est marrant, c'est que il peut être un peu froid parfois par rapport à Anthony, mais Mmh. il arrive à des résultats bluffants. Ouais, ouais, moi je trouve, il m'impressionne. Mais sinon, en français, du coup, il y a notre chaîne et sur notre chaîne, on a aussi, les autres chaînes francophones. Alors souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a un gars qui se motive. Pendant 6 mois, il fait des vidéos et ensuite il arrête. Donc, on a une playlist, de tous les gens qui ont fait ça, où ils ont fait des vidéos pendant 6 mois, puis ils ont arrêté. Et d'ailleurs, vous pourriez mettre, un lien pour votre chaîne, dans le chat là qu'on aille voir? Ouais, pas de souci. Super. Je vais peut-être arrêter le partage. Ça, je peux revoir un peu mon écran. Merci. Alors, je vais la mettre dans ce chat-là et dans l'autre. Ah, bah, c'est déjà fait. OK. Ouais. Ah bah, voilà une belle opération de propagande de masse, sur, que la clope, en fait, c'est pas si mal. Que la clope, c'est pas si mal. Ah! Ça, c'est un exemple de complot qui a vraiment eu lieu, quoi. Ouais, l'industrie, du tabac était très Mmh fort mh. là-dessus. Ils ont théorisé plein de trucs, paraît-il. D'où, ensuite climat et malbouffe et tout ça s'y sont remis, mais Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Mmh. N'hésitez Ouais. pas à passer sur notre Discord, je vais mettre aussi le lien. Oui. Pour ceux qui aiment pas Discord, ça m'étonnerait vu que vous êtes ici, on a aussi une newsletter. Donc, envoyez-moi un MP si vous voulez la newsletter et vous êtes ce genre d'individu étrange. Ah pardon, le bot à qui a pas le lien Discord, envoie-le en MP à un modo et il le reposte, juste dans le Bah, je dans te le salon. j'envoie qui? À Kamen? Ouais, vas-y. Ah, vas-y. OK. Bah, merci à vous.
c'était super instructif et des bons échanges. Et donc, on a une autre conférence, l'atelier découverte et les cours. Donc, l'autre conférence, elle est un peu plus méta. Et comme on ne savait pas trop quel public on avait, on s'est retenu de la faire. Et l'atelier découverte, on vous divise en sous-groupes, on vous donne quelques bases et on vous balance dans les sous-groupes et on vient vous coacher. Voilà. Et il y a un atelier découverte qu'on fera avec Jason le 9 janvier, je crois, sur notre Discord. Non, attends, c'est pas sur Discord, Jason. Ouais, je sais plus. Non, faut s'inscrire. Faut s'inscrire, pardon. Ouais, c'est Enfin, mieux de en dessous, s'inscrire. quoi. Bon, en tout cas, Ouais. essayez de réserver votre 9 janvier au soir et, Mm. et contactez-nous et on vous donnera le lien. En fait, parce qu'on essaie de faire venir des gens qui sont frileux de Discord et du coup, on utilise Google Meet parce que pour l'instant, c'est ce qu'on a trouvé de mieux pour le faire. Et on est plutôt libriste, hein. C'est pas parce qu'on aime Google particulièrement, c'est juste qu'on a essayé d'autres alternatives libres et ça n'a pas marché aussi bien. Ouais. Je vais aller Ouais. couper le bot d'enregistrement pour ce podcast. Vous voulez faire un petit mot de conclusion ou une citation pour les jeunes générations? Euh, bah, non, bah, on n'a pas de punchline à part celle que j'ai dit tout à l'heure. Donc on n'a pas vraiment de mot de conclusion à part merci. Eh ben pareil, Ah, c'était c'est un très beau. plaisir. Allez, je vais aller couper ça. Merci. Merci.